L'actualité sur les ponts et sous les ponts, c'est un peu tous les jours dans la métropole. Cette semaine, c'est l'autopont en face de Grand Place qui s'apprête à rendre les armes. Les travaux de grignotage ont commencé dans le cadre du projet Grand Alpes. Retour sur les principaux événements sportifs du week-end avec les résultats du GF38, du FCG et des Brûleurs de Loups. Ça casse pour les footballeurs, match nul pour les rugbymen et ça passe plus que jamais pour les hockeyeurs grenoblois. Et puis à l'occasion d'une avant-première au cinéma Le Club, le réalisateur Michel Leclerc sera dans ce journal pour nous parler de son dernier film Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Une histoire de transmission, d'identité et d'amour surtout. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 25 octobre 2021. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 15 minutes. C'est du lundi au vendredi à partir de 18h. Avec le projet Grand Alpes, c'est tout le visage de la partie sud de la métropole entre Grenoble et Chirolles et Hébin qui s'apprête à changer. Premier chantier, la déconstruction de l'autopont Marie-Renoir en face de Grand Place. L'avenue de l'Europe est ainsi fermée toute la semaine et les bus C3, C6 et 12 sont déviés. Arthur Glory. Tout est barré. Déviations et panneaux ont pris le pas sur la chaussée pour une démolition de grande ampleur, celle de l'autopont Marie-Renoir. De la poussière et beaucoup de gravats envahissent le chantier, des matériaux recyclés dans une zone de concassage située à 100 mètres de là. De gros engins s'occupent alors de déchiqueter le pont, un travail petit bout par petit bout qui devra encore durer 3 semaines. Le type même de l'ouvrage, à savoir un pont précontraint, donc avec des câbles précontraints à l'intérieur, qui nous impose en fait une démolition simultanée de l'ensemble des travées. On ne peut pas démolir travée par travée, on est obligé de démolir l'ensemble du tablier d'une seule traite. L'ère des autoponts est révolue, place aux autres moyens de transport. Ce projet, dans les tuyaux depuis plusieurs années, va considérablement changer la vie des habitants du quartier. Une nouvelle rue avec une piste cyclable, de vastes trottoirs, davantage d'arbres et de chemins pour les piétons. Un des chantiers les plus marquants du projet Grand Alpes. Grand Alpes, ce n'est pas que de la philosophie, ce ne sont pas que des études, mais c'est des opérations qui se mettent en œuvre avec des moyens financiers qui sont associés pour repenser, requalifier le quartier et donner des espaces publics de plus grande qualité. Ce qui fait la qualité d'une ville aujourd'hui, c'est la reconfiguration de ces espaces publics, la place aux piétons, la place aux modes doux, la place au transport en commun. Entre novembre et décembre, la rampe nord sera démolie pour une disparition totale de l'autopont. À la fin du chantier, les espaces publics seront aménagés pour une fin des travaux prévus en 2022. L'autopont qui fera aussi l'objet d'un escape game en plein air vendredi et samedi. Prévoyez un petit masque pour la poussière. Le scénario, les architectes découvrent au moment de la destruction 3 mystérieuses portes temporelles. C'est gratuit et sans inscription. Les ponts se suivent et ne se ressemblent pas. Le tribunal administratif de Grenoble vient de rendre son jugement concernant la demande de la métropole d'annuler l'arrêté du maire de Grenoble qui décidait la fermeture du pont Esclangon aux voitures en septembre. Le juge a décidé de surseoir à statuer, l'arrêté n'étant plus au moment de sa décision en application, mais il a quand même condamné la ville à payer des frais de procédure. Dans un communiqué, la ville estime qu'on est en présence d'un non-lieu et maintient la fermeture. Interprétation toute différente pour la métropole. Un sursis à statuer et surtout la ville de Grenoble est condamnée à verser 1 500 € à la métropole. Ce n'est pas tant ça le sujet. Le sujet, c'est qu'elle est considérée partie perdante, la ville de Grenoble. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut faire sans le droit. Et nous, à la métropole, on applique toujours le droit. Toutes nos décisions s'appuient sur le droit. J'invite donc la ville de Grenoble à tout simplement répondre à la sollicitation de la métropole. La ville de Fontaine l'a déjà fait. Il est temps que nous avancions sur ce sujet. Et on remet une pièce dans le jukebox. La bataille d'interprétation juridique devrait se poursuivre puisqu'un nouveau recours devrait être déposé contre le nouvel arrêté déposé le 15 octobre pour une durée de 2 mois. Les premiers dinosaures auraient eu des comportements sociaux. Ça nous change. Une découverte envisagée mais confirmée grâce au rayon de l'ESRF, le synchrotron européen de Grenoble, qui a permis de voir des embryons de la même espèce à l'intérieur d'œufs fossilisés en provenance d'un chantier de fouilles en Patagonie. Des jeunes squelettes ont aussi été retrouvés, regroupés en fonction de leur âge, ce qui prouve qu'il y a 40 millions d'années, les Musaurus, des dinosaures à long cou, vivaient en troupeau, ce qui leur permettait de protéger leurs petits et explique pourquoi ils étaient si communs sur tous les continents. Pas besoin de remonter au Crétacé pour voir des troupeaux de joueurs sur tous les terrains ce week-end, sur la pelouse et sur la glace. Le Zap Sport est préparé par Lucille Dailly.
Et de cette victoire consécutive en Ligue Magnus pour les Brûleurs de Loups, bien installés en tête du championnat devant Rouen, les Grenoblois ont battu Gap 6-3 à domicile vendredi, puis sont allés battre Mulhouse 5-2 dimanche. Ils avaient battu Strasbourg en Coupe de France mardi dernier. Ça sent bon la saison pleine pour les Brûleurs. Le FCG Rugby se sentirait-il mieux loin de chez lui? On dirait bien. Les rugbymen grenoblois sont allés décrocher un match nul 21-21 à Nevers, malgré 14 points de retard en milieu de partie. On rappelle qu'ils ont perdu 3 fois au Stade des Alpes, qu'ils n'ont glané que 6 points à domicile contre 11 à l'extérieur. Ils sont 10e de Pro D2. Le Stade des Alpes n'a pas non plus souri au GF 38, pourtant invaincu jusqu'ici à la maison. C'est Dijon qui a fait tomber la citadelle malgré la domination des Grenoblois qui menaient 1-0 depuis un tir victorieux de Yorick Ravé. Mais un contre à la 57e parfaitement négocié par Benzia, puis une frappe de Dobré permettent aux Dijonnais de repartir avec les 3 points et de repasser devant Grenoble qui descend à la 14e place. Et les Brûleurs de Loups remettront le couvert dès mardi avec la réception à Pôle Sud des Boxeurs de Bordeaux. Un match spécial blouse blanche, coup d'envoi à 20h. Et dans G-Sport à 19h15, 21h15, 22h15, il sera question de monoski et ski nautique avec 2 champions du monde et une championne d'Europe. Le nom des gens, fait pas ci, fait pas ça, la lutte des classes, Télé Gaucho et aujourd'hui Télé Grenoble pour Michel Leclerc que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc réalisateur, vous présentez ce lundi soir au public du club à Grenoble votre dernier long métrage, Pingouin et Goéland et leurs 500 petits, qui comme d'autres auraient dû être en salle il y a quelques mois. Oui. Mais ce que serait le plaisir sans l'attente finalement. La sortie officielle, et on peut le voir comme ça, oui, la sortie officielle est prévue le 3 novembre. Oui. Alors, Pingouin, Goéland et leurs 500 petits, il ne s'agit pas d'un documentaire sur la banquise. Qui sont Pingouin et Goéland? Alors, Pingouin et Goéland étaient Yvonne et Roger Agnoer, des intellectuels de gauche, évidemment, qui ont vécu au siècle dernier. Et il se trouve que c'était à la fois des pédagogues, des pacifistes, des anarcho-syndicalistes, enfin tout un tas de trucs en East, et qui ont ouvert une maison d'enfants en 41, qui est donc la maison de Sèvres, qui était une maison très particulière et qui l'ont ouvert pendant la guerre, donc, et dans lequel, entre autres, ils ont recueilli pas mal d'enfants en les cachant. Parce qu'ils étaient juifs, et notamment ma mère, qui a été cachée dans cet endroit et qui a ensuite vécu pendant 15 ans, c'est-à-dire toute son enfance, ma mère et ses copines, parce que donc ils étaient beaucoup dans cet endroit. Et donc le film est un portrait à la fois de ce couple, parce qu'ils ont été pris dans les tourments de l'époque, un peu dans tous les sens, mais aussi un portrait d'un groupe d'enfants dont faisait partie ma mère, qui ensuite sont parvenus à se reconstruire malgré le malheur qui leur a été tombé sur le coin de la gueule. Voilà. Pourquoi vous avez voulu raconter cette histoire? C'est juste pour faire plaisir à Léa? Léa, c'est un des personnages de l'histoire. Parce que c'est comme si je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire que je savais que cette histoire devait être racontée et que notamment l'itinéraire d'Yvonne et Roger devait absolument être raconté. Et il se trouve que j'ai l'impression que j'étais un peu la personne pour le faire. Parce que je suis complètement lié à cette histoire et que je sais même qu'il y avait même quelqu'un qui commençait à s'intéresser. Et moi, je voulais pas faire un film ni journalistique ni historique. Je voulais vraiment faire un film de cinéma, un film personnel avec un point de vue. Et puis, effectivement, j'avais la pression de toutes les anciennes, des copines de ma mère, qui m'ont signifié que c'était moi il fallait que je le fasse. Donc, du coup, je l'ai fait. Pour toutes ces archives que l'on voit, ces images d'archives, c'est une vraie mine d'or pour vous? Mais ça a dû être long à récupérer. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un endroit qui a été beaucoup filmé. Depuis les années 40 jusqu'aux années 70. Du coup, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'au fur et à mesure que j'avançais dans le montage du film, je me suis aperçu qu'il y avait de plus en plus d'archives et c'est très riche parce que d'abord ça a été filmé, puis ensuite les anciens, les enfants devenus adultes ont eux-mêmes beaucoup filmé, pris en photo. Il y a énormément de documents et le film n'épuise absolument pas tout ce qu'on a pu trouver. C'est un film avec des vrais morceaux de joie dedans, c'est ce que vous dites, parce que malgré l'histoire de certains tragiques, oui. Vous avez envie de montrer quelque chose. Oui, c'est un film sur la réparation,
je pense. Donc, et je me devais de faire un film à leur image, à l'image de Yvonne et Roger. Et donc, je voulais que ça soit un film qui soit tourné vers la vie, vers la joie, vers la curiosité, qui soit un peu bordélique, qui tire vers le haut, quoi. C'est-à-dire et qu'on en ressorte plutôt plus joyeux sur des sujets qui, a priori, ne le sont pas. Mais justement, c'est tout le sens de mon film. C'est aussi un film sur l'identité, c'est aussi le sens de beaucoup de vos films. Oui. Oui, ben c'est sûr que parce que ces enfants, parce qu'il y avait dans la maison de Sèvres, en tout cas pendant la guerre, des enfants juifs et des enfants qui n'en étaient pas moins orphelins de guerre, etc., qui n'étaient pas juifs et tout ça. Et elles ont constitué un groupe comme une espèce de nouvelle famille, et elles se sont constituées une nouvelle identité. Et évidemment, du coup, je trouve que c'est un sujet qui peut parler beaucoup à aujourd'hui sur comment on se construit une identité, sur la différence entre le rapport aux origines et le rapport à l'identité. Et finalement, vous dites presque que l'identité, c'est plus important que les origines. Il faut dépasser moi, ça. je pense oui. Alors, c'est Wajdi Mouawad qui disait ça l'autre jour. C'est que une identité, ça se construit. Une identité, c'est en fonction des gens qu'on rencontre dans notre vie. C'est ce qu'on a envie de mettre en avant ou qu'on a envie de ne pas mettre en avant. Et en fait, c'est à chacun de définir sa propre identité, je trouve. Alors qu'une origine, effectivement, vous avez cette origine-là et vous avez cette origine-là. Qu'est-ce qui vous reste personnellement de Penguin et Goéland ? Eh ben moi, je pense c'est ce côté très... Enfin, la devise de la Maison de Sèvres, c'était tout recommencer à neuf, et c'était vraiment des gens qui étaient tournés vers l'avenir. Donc je pense que c'est ça, essayer de prendre les choses en faisant quelque chose. De prendre la peine, de prendre la douleur et d'en faire quelque chose qui soit tourné vers la vie. Je pense que c'est vraiment ça la grande leçon de Penguin et Goéland, et c'est ce qu'ils ont appliqué toute leur vie et qu'ils ont vraiment réussi à communiquer aux enfants. Et l'avenir après Penguin et Goéland, ce sera quoi, Michel Leclerc ? Il se trouve que comme ce film devait sortir déjà il y a 1 an, j'en ai déjà tourné un. Donc voilà, j'ai déjà tourné un film qui parle beaucoup de chansons. Et qui devrait sortir, je pense. Qui s'appellera comment ? Qui s'appelle Les goûts et les couleurs. Voilà. Avec qui ? Avec Félix Moati. Que vous aviez déjà fait tourner. Voilà. Rebecca Marder, Judith Chemla, Philippe Rebaud et François Morel. Très bien. J'espère que vous reviendrez nous le présenter sur ce plateau. Et avec grand plaisir. Merci beaucoup. Un retour de l'actu à 19h, 21h et 23h. On se quitte avec ces images de la Sky Race des Mathésins réalisées par Mésange Productions et Beaufilm. Et attention, c'est beau avec ces 25 km le long des crêtes de la Matésine. La course qui est la seule étape française du circuit mondial, le Skyrunner World Series. Victoire pour la 2e année consécutive du Français Frédéric Tranchant en 2h23. Chez les filles, c'est la Suédoise Johanna Alström qui s'est imposée en 2h55. Le Sky Race à revoir sur Télé Grenoble dimanche à 21h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.